je pense que la personne doit se choisir quel sera son équilibre. Dans mon cas, je pense que c'est plutôt bien réussi. Oui, bon. Puis on est capable. C'est pas parce qu'on est en médecine interne qu'il faut sacrifier tout d'un coup. Tout le reste, vous allez pouvoir encore faire du sport, avoir des loisirs, vos amis. Faites-vous-en pas, même pendant la résidence. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast Le Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je suis Karine Driade, votre animatrice, et on se retrouve ici en direct à Halifax, à ICAM. Je suis avec Dr Touchette, très contente de l'avoir pour un podcast sur un retour vers les spécialité primaire. Alors, on se retrouve avec un médecin interne. Je vais vous laisser vous présenter pour qu'on sache un peu qui vous êtes. Puis ensuite, on pourra aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Super, bien merci beaucoup. Je suis très content d'être ici aussi à Halifax, cette journée qui où il neige en plus, c'est un peu bizarre. Donc, Mathieu Touchette, je suis interniste, je suis interniste général. Donc, depuis déjà, je calculais ça tantôt, 20 ans que ça fait que je suis interniste général. Donc, je suis un produit de l'Université de Sherbrooke. J'ai fait ma médecine à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait ma résidence aussi à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait un petit détour pour une formation complémentaire en médecine périopératoire à Paris. C'était pas une mauvaise année, c'était même très bien. Puis, je suis revenu depuis ce temps-là à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Je suis professeur. Puis, je me suis intéressé dernièrement un peu plus à la gestion. J'ai été le directeur de programme de médecine interne tronc commun, donc le programme comme tel. Puis maintenant, je suis vice-doyen aux études médicales postdoctorales à la faculté. OK. Puis là, vous m'avez dit, vous avez dit un terme que j'ai trouvé ça très intéressant. Vous avez dit que vous êtes médecin interne général. Oui. Écoute, le Collège royal, en fait, moi, quand j'ai fini ma médecine interne, on faisait le tronc commun, puis on faisait une 4e année de médecine interne et on était interniste. Le Collège royal, depuis ce temps-là, on a fait une surspécialité à part entière, la médecine interne générale, donc un programme de 2 ans qui s'additionne au programme de médecine interne tronc commun. Et ça mène à la certification en médecine interne générale. Donc, on a ajouté ça depuis que c'est véritablement une surspécialité au sens du Collège royal. OK. Puis ça fait quoi un médecin interne général dans la vie de tous les jours? Oui. Écoute, c'est une très belle question. Ça fait beaucoup de choses. On s'occupe beaucoup, en fait, de beaucoup de patients, des patients souvent plus âgés, plus malades aussi. On est un peu présent partout sur les étages dans les hôpitaux. Donc, on fait des consultations, que ce soit à la salle d'urgence ou sur les étages. On hospitalise aussi souvent beaucoup les patients. Les équipes de médecine interne générale, on fait ça. Tout ce qui est médecine périopératoire, souvent, c'est un peu notre petite chasse gardée, si je pourrais dire. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, on nous retrouve là. On se retrouve aussi bien en centre tertiaire, quaternaire qu'en région également, en soins secondaires. Puis, on est vraiment partout aussi en enseignement. Le plus souvent, vous allez voir beaucoup d'internistes qui vont faire de l'enseignement, autant au prédoctoral qu'au postdoctoral, de par un peu notre polyvalence, puis le fait qu'on voit large, je dirais. Donc, c'est pour ça qu'on nous retrouve. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je fais ma médecine personnellement à Campus de Gatineau, c'est-à-dire c'est un centre un peu plus communautaire. On a beaucoup de médecins généraux. Je me mets vraiment en contact avec eux. J'ai l'impression, par exemple, que j'ai une perception un petit peu plus différente de la médecine générale. J'ai l'impression que moi, les médecins généraux à Gatineau, on a une consultation pour une méningite qui va devenir neurologue, une consultation pour un GI, fait que là, ils vont devenir gastroentérologue. Je me demande à quoi ça ressemble un médecin général plus dans un centre un peu plus universitaire ou est-ce que là, on a un peu plus de spécialistes? Oui, bonne question. Je suis là d'ailleurs, moi je suis à Sherbrooke. J'ai la chance de faire un peu des deux, je dirais, parce qu'on a un hôpital qui est très universitaire où tous les autres spécialistes se retrouvent également. Puis on a un hôpital un peu plus communautaire où c'est beaucoup la médecine interne générale et la médecine de famille qui vont hospitaliser et suivre les patients. Dans le centre un peu plus universitaire, souvent les internistes, on va avoir une certaine niche, si tu veux, de patients, comme par exemple, chez moi à Sherbrooke, c'est beaucoup la médecine périopératoire. On fait beaucoup de consultations auprès de nos collègues chirurgiens, autant avant l'opération que par la suite. Mais sinon, on voit aussi beaucoup de patients, souvent des patients indifférenciés à l'hospitalisation. Souvent, c'est des patients plus âgés, je te dirais, qui ont des pathologies au départ. Quand ils viennent à l'urgence, c'est pas clair exactement ce qu'ils ont. Donc, on va être demandé. L'hypertension, beaucoup de pathologies infectieuses, les pneumonies, ces choses-là. Donc, je te dis, en centre universitaire, c'est vraiment un peu plus de ça, ce qui est différent des centres secondaires où souvent la médecine interne va être appelée à jouer un rôle un peu plus large en avoyant des consultations chez moi où ils vont en cardiologie ou en pneumologie. Donc, c'est un peu différent en ce moment en centre secondaire où les gens vont voir toutes ces pathologies-là. Donc, aussi bien l'infarctus, la méningite que tu évoquais tout à l'heure, la pneumonie, même les ACV dans les milieux où il n'y a pas de neurologue, c'est les internistes généraux qui vont voir ça. OK. Là, on voit que c'est quand même assez varié. J'aimerais qu'on retourne à... Là, vous avez dit que ça fait 20 ans que vous pratiquez. J'aimerais qu'on retourne à quand vous avez été étudiant en médecine. Quand quelqu'un qui me dit « Moi, j'aime ça aller en médecine interne », c'est comme quelqu'un qui aime tout, qui aime se spécialiser dans tout.
moi, j'ai une assez... je pense qu'il y a un stéréotype d'un étudiant en médecine qui va aller en médecine interne. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de ça? Oui, bien écoute, moi, quand j'étais étudiant en médecine, ce qui m'avait intéressé justement à la médecine interne générale comme ça, c'est la polyvalence. C'est le fait qu'on voyait un peu de tout, que les pathologies étaient variées, que je voyais des gens à pleine chirurgie, aussi bien que des consultations à la salle d'urgence. Fait que quand j'étais étudiant, c'est vraiment ça qui m'a un peu allumé vers la médecine interne. Puis je te dirais que dans mes autres stages, ce que j'ai jamais dans plusieurs autres stages, ce que j'aimais pas, c'était de sacrifier certaines connaissances que j'avais acquises à l'école de médecine pour vraiment me sur-spécialiser dans quelque chose. Puis je trouvais qu'en médecine interne, c'est là que je pouvais vraiment utiliser toutes mes connaissances, toutes mes compétences sans sacrifier les autres choses. Fait que comme étudiant, moi, c'est ce qui m'a attiré sur le coup vers la médecine interne. Bon, j'ai pensé faire d'autres choses, j'ai bifurqué un peu vers l'anesthésie, la chirurgie, mais comme étudiant en médecine, c'est ce qui m'a attiré vers la médecine interne générale. Puis moi, donc, quand je parlais de stéréotypes de la médecine interne, je suis sûre que je pense que c'est très imagé, là, mais c'est quelqu'un qui mettons, qui dit qui aime ça les recherches, qui aime ça en faire, qui aime ça avoir la réponse à la question. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est nécessaire pour un externe qui va aller en médecine interne? Bien, c'est sûr que tu sais, l'espèce d'image de l'interniste un peu dans son monde érudit, tout ça, elle est là, elle est présente. Par contre, c'est pas ça qui va faire en sorte, puis je voudrais pas que les gens pensent que ce n'est que ça la médecine interne. Je dirais que ce qui est le plus pour un étudiant qui va les qualités qu'on cherchait chez un externe pour dire quelque chose qui va faire de la médecine interne, quelqu'un qui est curieux, donc quelqu'un vraiment qui va s'intéresser à un paquet de choses, ça c'est un gros plus. Quelqu'un qui peut gérer l'incertitude aussi, je dirais, parce qu'en médecine interne, souvent c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est souvent beaucoup de gris, puis il faut qu'on dise, ben c'est probablement ça, puis je vais réévaluer mes affaires, donc gérer l'incertitude, c'est très, très important. Puis je disais, l'autre grande qualité, c'est le travail en équipe. En médecine interne, on est rarement tout seul. On a souvent des équipes d'enseignement, mais on a beaucoup avec les autres professionnels, avec les collègues, que ce soit les chirurgiens ou même les surspécialistes médicaux. On travaille quasiment toujours en équipe. Donc, je pense que ça, c'est une autre belle qualité là, chez quelqu'un. Donc, pas besoin de triper sur une granulomatose quelconque pour vouloir devenir interniste, mais je pense que c'est ces qualités-là qui se distinguent. Qu'on chercherait plus vers un externe. OK, intéressant. Fait que là, mettons, on peut peut-être avancer un peu plus dans votre programme de résidence. Vous avez dit que c'est le périopératoire, c'est quelque chose qui vous intéressait plus. Vous êtes allé plus vers la médecine générale. Qu'est-ce qui vous a amené plus? Parce que, de ce que je comprends, c'est une spécialité en soi. C'est une surspécialité, c'est un deuxième cours en soi. Exact. Qu'est-ce qui vous a amené un peu plus vers cette spécialité-là, puis ensuite le fellowship en périopératoire? Oui, mais c'est aussi une bonne question. Enfin, une fois que j'avais décidé de faire ma médecine interne, donc j'entre au tronc commun, on a 3 ans. Moi, dans le temps, le CARMS, on l'a pas au Québec. Donc, pour décider de ma surspécialité dans la discipline de médecine interne tronc commun, en fait, moi, je suis rentré en pneumologie au départ. Donc, je voulais devenir pneumologue. J'ai fait mes 6 premiers mois dans mon programme de pneumologie à l'Université de Sherbrooke. Puis encore une fois, j'aimais beaucoup la pneumologie, mais je me rendais compte que je perdais certaines choses. Et je suis retourné par la suite vers la médecine interne générale. Donc, mon parcours, ça a été un 3 ans plus 1 an. Maintenant, le parcours pour quelqu'un qui voudrait faire de la médecine interne générale, c'est 3 ans de médecine interne tronc commun. Puis ensuite de ça, 2 années, en médecine interne générale ou dans une autre surspécialité de la médecine. Ils sont toutes 2 ans, sauf la cardiologie, qui, elle, est 3 ans. Donc, puis je ne passerai pas de commentaires là-dessus. J'ai trop d'amis cardiologues pour dire quelque chose de mauvais là-dessus. Mais donc, c'est un 3 ans plus 2 ans maintenant, le parcours. Mais moi, mon parcours, c'est ça. Ça a été le 3 ans. Aller vers la pneumologie, je voyais que je devais sacrifier certaines choses. Je suis retourné vers la médecine interne générale à ce moment-là pour compléter. Le périopératoire, c'est intéressant. J'avais un de mes collègues que j'estimais beaucoup, un de mes professeurs, qui faisait du périopératoire. C'était un de mes modèles de rôle. Fait que je me suis dit, écoute, j'aimerais ça travailler plus avec lui encore. Puis ce que j'aime du périopératoire, c'est vraiment, il y a très peu de certitude. J'aime l'incertitude. Donc, il n'y a pas beaucoup de certitude en médecine périopératoire. Fait que ça m'a attiré d'emblée. J'ai décidé d'aller, comme je voulais revenir en milieu universitaire, puis la faculté m'a fait un poste, j'ai donc décidé d'aller me former une année de plus dans ce secteur-là. Ah, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que là, vous, de ce que je comprends, médecine à Sherbrooke, résidence à Sherbrooke, on fait un tronc commun en pneumologie, ça vous intéresse pas, vous préférez avoir toutes les connaissances pour encore gérer un patient dans son entièreté, périopératoire. Maintenant que vous êtes rendu patron,
votre pratique, ça ressemble à quoi dans la vie de tous les jours? Ouais, ben écoute, là, j'ai bifurqué un peu. Ouais, J'ai fait un peu j'ai fait un peu je suis rendu un peu plus gestionnaire. Je dirais que ça accapare un peu plus de la moitié de mon temps. Donc, ce bout-là, je ne te le raconterai pas, à moins que tu aies des questions précises, mais je suis souvent dans un bureau ou en réunion. Mais pour ma portion clinique et enseignement, qu'est-ce que je fais? Ben, mes cliniques externes, j'ai mes patients en externe que je vois de nouvelles consultations qui viennent souvent de la médecine de famille. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un lien vraiment privilégié qu'on a avec les médecins de famille pour s'aider un peu. Donc, ils m'envoient une question, eux effectuent le suivi, tout ça. Donc, je fais ma clinique externe, donc de nouveaux patients ou des suivis également. On a une portion non négligeable de suivi. Quand je suis avec des assignations cliniques, donc je vais aller faire les consultations pour dire quelque chose à la salle d'urgence. On est un peu celui qui détermine de qui va être hospitalisé en médecine interne ou pas. Donc, les patients souvent très malades qu'on va nous demander de voir rapidement. Je fais des consultations sur les étages. Donc, comme je disais, les chirurgiens qui veulent un avis ou des choses comme ça. Donc, on va être là. L'hospitalisation prend une grande part de ma pratique aussi. Donc, quand je suis en gestion, on a besoin, on a souvent, sur nos 2 hôpitaux, on a 4 unités de médecine interne. Donc, 4 unités qui ont souvent 15-20 patients. Donc, je fais ça, puis toujours avec une équipe, ou presque toujours, à part mes cliniques externes où je suis seul, sinon je suis toujours avec des externes, des résidents, une petite pyramide. Mon quotidien quand je suis en clinique, je dirais, ça ressemble à ça. Donc, je vais aller faire 2 consultations à salle d'urgence, une consultation à l'étage, des fois un patient en semi-urgence, un peu d'enseignement. On va appeler ça une journée après, là. Puis on dit souvent, si tu veux savoir si la spécialité, c'est quelque chose qui est fait pour toi, il faut que tu aimes le bread and butter, il faut que tu aimes ce qui se répète, il faut pas que tu aimes le petit truc qui arrive une fois de temps en temps. C'est quoi, vous, votre bread and butter? En médecine interne générale, plus ça va être variable selon la pratique comme j'ai en centre tertiaire versus en centre secondaire, que c'est pas exactement la même chose. Ceci dit, ce qu'on voit généralement en médecine interne générale, beaucoup de maladies thromboemboliques, donc tout ce qui est phlébite, embolie pulmonaire, c'est des pathologies fréquentes qu'on va voir. Beaucoup tout ce qui est en lien avec la maladie infectieuse, donc des pneumonies, des pyélonéphrite, beaucoup, on va voir ça aussi. Un peu de cardiologie, tout ce qui est fibrillation auriculaire, les infarctus, dépendamment des hôpitaux, on va en avoir quand même passablement aussi. Des fois, c'est des patients plus âgés, des chutes. On ne se le cache pas, de temps en temps, un patient qui va chuter va avoir plusieurs problèmes qui l'ont amené à faire ça. Donc, c'est notre aspect un peu plus gériatrique à ce moment-là. Fait que je dirais que les pathologies fréquentes qu'on voit, c'est vraiment ça. Il y a des choses qui sortent de l'ordinaire là, assez régulièrement, mais faut aimer tout ce qui est maladie infectieuse, je dirais, la cardiologie, puis aussi la maladie thromboembolique. OK, super intéressant. Puis aussi, je me questionnais, là, on a parlé de bread and butter, votre pratique en général. Est-ce que vous avez l'air d'une personne vraiment, vraiment occupée? Est-ce que vous avez réussi quand même à garder un bel équilibre de vie? Est-ce qu'on peut s'attendre à à avoir d'autres choses que la médecine, puis la médecine interne quand on devient spécialiste en médecine interne, en fait? Oui, écoute, ça, je pense, ça va au-delà de la spécialité que les gens choisissent. C'est vraiment un choix que les gens décident de faire de leur carrière. Je pense que les deux s'enrichissent un et l'autre, la carrière professionnelle, puis également tous les aspects personnels, tout ça. Dans mon cas, oui. J'ai ma blonde, j'ai 2 enfants qui vont me rappeler de prendre soin de ma vie personnelle si je le fais pas. Mais ça se fait quand même bien, Karianne. On est capable. Moi, j'ai des amis, je fais du sport un peu aussi. Fait que oui, il y a un équilibre. Je pense que la personne doit se choisir quel sera son équilibre. Dans mon cas, je pense que c'est plutôt bien réussi. Là. Ouais, bon. On est capable. C'est pas parce qu'on est en médecine interne qu'il faut sacrifier tout d'un coup tout le reste. Vous allez pouvoir encore faire du sport, avoir des loisirs, vos amis. Faites-vous-en pas, même pendant la résidence. Puis, je me questionne aussi, tu sais, souvent, quand on est étudiant en médecine, on se parle des gardes. Il faut choisir. Selon la spécialité, les gardes sont le plus occupés, les gardes sont moins occupés. Les gardes en médecine interne, ça ressemble à quoi? Faut pas se le cacher, c'est des gardes occupés. Oui. Dans les centres universitaires, souvent, comme je disais, les consultations en périopératoire pour les chirurgiens, ces choses-là, ça se fait à toute heure du jour. Un patient qui doit être opéré rapidement. On a quand même beaucoup de patients hospitalisés, souvent en médecine interne, donc il faut les voir, il faut les réévaluer. Donc, pour un résident, quand il va en médecine interne, souvent, les 3-4 résidents dans un hôpital qui prennent un lunch ensemble à 2 heures du matin, ils sont souvent en médecine interne. Un aspect que j'ai pas couvert, mais c'est les soins intensifs. C'est souvent les gens de médecine interne qui font des soins intensifs sur les gardes pour un apprenant, donc quelqu'un qui va au tronc commun R1, R2, R3. C'est beaucoup les soins intensifs aussi qui vont prendre du temps. Donc, faut aimer ça, on travaille fort, mais je dirais c'est le sentiment, je disais tantôt, le travail d'équipe. Mais souvent, justement, quand tu es les 3 résidents
manger ton sandwich à 2 heures en parlant des cas que tu as vus, un aux soins intensifs, l'autre à l'étage. C'est le fun, mais c'est des gardes occupés. C'est des gardes occupés. OK. Oh, ouais, intéressant. Vous parlez souvent de, mettons, médecine en région versus médecine en centre plus tertiaire. J'aimerais que, mettons, vous parliez un petit peu plus de c'est quoi l'éducation, parce que moi, comme j'ai dit, j'ai étudié à Gatineau. Mm-hmm. J'ai vraiment une perception vraiment différente de la médecine interne générale que mes collègues au campus Montréal, tu sais. Ouais. Est-ce que vous pouvez plus parler un petit peu plus de la différence des deux pratiques? Oui, bien, je l'ai abordé une petite affaire tout à l'heure. C'est sûr que, comme tu dis, quand tu es en milieu un peu plus secondaire, ben l'interniste va être appelé à jouer plusieurs rôles. Mm-hmm. Donc, va vraiment être souvent... Puis c'est souvent des hôpitaux qui vont être montés sur une médecine de famille très, très forte, Mm-hmm. puis avec la médecine interne qui va prêter main forte aux médecins de famille, mais souvent va hospitaliser également les cas un peu plus lourds. Donc, tantôt, tu parlais une méningite, une pneumonie, puis après ça, un infarctus. Bien, c'est le genre les 3 cas que l'interniste en région, il va voir les 3. Okay? Mm-hmm. Donc, ça va être lui la personne ressource pour ces 3 choses-là. En milieu tertiaire, ben, tu vois, les 3 exemples que je t'ai dit, la méningite va peut-être être vue par le neurologue, probablement plus que par l'interniste. La pneumonie, par contre, il y a des bonnes chances à ce soit l'interniste, puis le cardiologue, sûrement, va voir l'infarctus. S'il y a l'infarctus du livre, donc une douleur thoracique qui se penche, mais il y a plusieurs pathologies que c'est un patient âgé qui file moins bien, qui est tombé, on trouve l'infarctus à la suite. Donc ça, en milieu tertiaire, souvent, c'est ce genre de patient-là qu'on va voir. J'ai en milieu secondaire, puis j'essaie de stéréotyper là, pour que vous... on voit bien la différence, mais en milieu secondaire, souvent, ça va être les cas un petit peu plus complexes, puis vraiment avec des patients plus lourds, souvent, qu'interniste va voir. Puis là, j'aimerais entendre votre réaction aussi, puis c'est quelque chose que, tu sais, mettons, on entend beaucoup, mettons, nous, à Gatineau, puis là, on entend nos collègues Montréal dire ça, tu sais, être médecin interne, parce que nous, à Gatineau, c'est beaucoup la médecine familiale, vous l'avez même dit, la médecine familiale qui font quasiment des cas de médecine interne, là, ça se demandait même s'il manque pas d'internistes aussi dans la région de l'Outaouais, mais ça, c'est une autre histoire. Manque de médecins de tout, je pense, dans la région de l'Outaouais. Mais, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pour revenir à ma question, tu sais, mettons, on entend beaucoup que les médecins dans les centres tertiaires, médecins internes, les spécialistes, ils jouent un peu le rôle de médecins un petit peu plus omnipraticiens qui vont chercher les cas un petit peu plus intéressants. Je sais pas, vous pouvez rebondir un petit peu plus là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai ou on peut quand même trouver un peu son... T'as pas tort, parce que souvent, ben, il y a des cas, des fois, qui sont un peu moins, je dirais, actifs ou qui deviennent moins actifs. Des fois, en milieu secondaire, ben, ce rôle-là peut être joué beaucoup en médecine de famille, entre autres. Dans un milieu tertiaire comme le mien, ben, c'est beaucoup, entre autres, la médecine interne. On va prendre ces cas-là. Probablement, on est la bonne spécialité quand même pour le faire parce que c'est des patients souvent qui ont plusieurs pathologies en même temps. Donc, même si des fois c'est moins actif, il reste, je pense que c'est quand même très, très utile. Mais c'est sûr qu'on est une médecine très large. Ça, c'est clair. Ce qui fait la polyvalence un peu, mais ce qui fait effectivement qu'en milieu tertiaire, des fois, c'est un peu plus niché, comme je disais tout à l'heure. Donc, certains types de patients sont plus attribués à la médecine interne parce que quand tu regardes ça, la médecine interne, on fait de la pneumo, de la cardio, de la néphro, de l'infection. Donc, on fait un peu de tout, mais en milieu tertiaire, bien, souvent, les cas bien définis vont se retrouver dans ces spécialités-là, puis les cas un peu moins définis vont se retrouver aux soins des internistes. C'est quand même quelque chose à prendre en considération, mettons, pour un étudiant que lui, il pense faire quelque chose d'un peu plus niche, mais c'est peut-être la médecine interne, sa pratique va être plus intéressante dans une région un petit peu plus éloignée, si je comprends bien. Bien, c'est un conseil que je dirais à tout le monde qui veut faire de la médecine interne, c'est d'aller en région un petit peu au moins pendant sa résidence. Puis c'est facile en médecine interne, il y a un paquet de stages, il y a plus beaucoup d'hôpitaux qui n'ont pas de stages en médecine interne qui sont offerts. C'est d'aller voir en région aussi. La médecine interne, comme je disais, si on regarde juste, disons, ma pratique, c'est vraiment un style de patient, un style de choses beaucoup plus, avec ma clinique externe, le périopératoire, ces choses-là. Donc, les gens vont être exposés beaucoup à ça. Mais de sortir, d'aller, par exemple, moi, dans mon milieu, d'aller à Victoriaville, d'aller à Drummond, d'aller à Saguenay, c'est une médecine interne vraiment qui est différente. Puis je pense que pour avoir un bon choix pour quelqu'un d'intéressé à la médecine interne, qui va au tronc commun de médecine, qui pense médecine interne générale, je pense que d'aller faire quelques mois ailleurs que dans un centre universitaire, ça s'impose pour comprendre tout l'éventail de la pratique puis toutes les possibilités. Puis là, vous donnez un très bon conseil pour les jeunes qui sont intéressés par la médecine interne. Vous l'avez un petit peu parlé, qu'est-ce que vous recherchez pour un bon externe qui souhaite aller dans le programme. Vous qui avez été directeur de programme aussi du programme de médecine interne, c'est quoi le conseil que vous pourrez donner à quelqu'un qui applique l'année prochaine au CARMS, qui aimerait aller en médecine interne? C'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un que vous voulez dans votre programme versus quelqu'un OK, on va le rank, mais comme... c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. C'est une excellente question. En fait, ce que j'aimais, moi, comme directeur de programme, puisque je pense que les directeurs de programme cherchent encore beaucoup, comme je disais, c'est des gens qui sont
proactifs, qui sont enthousiastes, qui n'ont pas peur d'aller voir le patient. Quand il y a une consultation à faire, qui ne vont pas faire « oh non, pas une consultation », qui veulent aller voir les patients, qui veulent s'occuper des patients. Puis comme je disais, qui sont curieux face à ce que le patient vit beaucoup, à apprendre qu'est-ce qu'il y a à l'histoire, à l'examen physique, vu que c'est varié. Fait que je dirais que c'est vraiment ce profil-là qu'on aime. Quelqu'un aussi qui a des intérêts variés. C'est sûr que comme directeur de programme, tu vois que la personne a fait 4 stages d'optionnel en orthopédie, ben c'est correct qu'il y a un intérêt là, mais je dirais qu'en médecine interne, comme il y en a pour tous, ben d'avoir des intérêts variés, d'aller faire des optionnels dans différentes spécialités de la médecine, mais aussi en anesthésie, en chirurgie pour voir comment ça va. Donc, on veut des gens qui ont des profils globaux variés, puis à l'entrevue, qui nous montrent aussi qui aiment travailler, qui aiment travailler en équipe, puis qui sont proactifs. OK. Très bonne réponse. Là, j'ai une question. Moi, c'est pas une question facile. Okay. Mais là, étant donné que vous avez de l'expérience en directeur de programme, je pense que c'est une question que j'ai envie de voir. C'est quoi ça va être votre réponse. Parmi toutes les qualités CanMeds, quelle est la qualité CanMeds que vous recherchez le moins chez un candidat? Oh, le moins? Je pensais que tu allais dire le plus, ça c'était facile. Le plus, on peut pas aller voir le plus si c'est plus facile. C'est sûr que je pense que c'est plus facile, le plus. Mais... c'est une bonne question. Ben, c'est une super... Même juste ça, j'avais de la misère. Si je vais pour le plus, ben, je dirais probablement expertise médicale et communicateur. Okay. Si j'ai le droit d'en prendre deux, là, je dirais que c'est ces deux-là. Faut que les gens comprennent bien c'est quoi les pathologies, les processus pathophysiologiques, puis les traitements. Donc, l'expertise est importante, mais l'autre aspect qui est immensément important, c'est la communication. En médecine interne, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas grand-chose tout seul. On est souvent en équipe. Souvent, on s'occupe avec la famille aussi de nos patients. Fait que si j'ai le droit à deux, je dirais ça avec la communication. Celui qui en a, qui est le moins, je dirais que je rechercherais. Le P, ça va défaire l'idée de l'interniste peut-être, c'est l'érudit. On ne va pas nécessairement chercher l'externe qui a fait 8 projets de... Ben, je ne dis pas que c'est pas bon, là, mais c'est pas parce que tu n'as pas fait 8 projets de recherche puis ces choses-là que tu ne seras pas à ta place en médecine interne. Fait que celui que je mettais moins d'emphase, c'est probablement ce rôle CanMeds. C'est vraiment intéressant. Je suis vraiment contente de vous avoir posé la question. Maintenant, on finit toujours les épisodes par des petites questions éclairs. OK? Il faut essayer de répondre rapidement. Qu'est-ce qui vous aimez le moins de votre spécialité, le plus l'irritant de votre spécialité? OK, la spécialité, je vais répondre comme vice-doyen, sinon ça serait plus facile, mais je passais à côté de la question. Je dirais comme irritant de la spécialité, c'est c'est les ressources. Je dirais qu'on a, bien souvent, on a des patients chez qui j'avais les ressources en externe ou à l'extérieur de nos centres hospitaliers pour avoir congé 7, 8, 9 jours avant. Puis je vois ces patients-là souvent se dégrader parce que ça fait 8, 9 jours qu'ils ne bougent pas dans un lit d'hôpital. Fait que fallait que je réponde vite, là, mais je dirais le manque de ressources dans le setup intra-hospitalier. Je pense que c'est une très bonne réponse. OK. Ma deuxième question, c'est le cycle de Krebs. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà étudié? Combien de fois vous l'avez utilisé dans votre pratique? Je l'ai étudié beaucoup. J'ai même fait des dessins du cycle de Krebs pour essayer de m'en souvenir. J'ai des amis qui faisaient des pancartes sur le cycle de Krebs. Nombre de fois je m'en suis servi, ça c'est facile, c'est 0. Est-ce que je m'en souviens? Pas du tout. Tout ce qui est biochimie puis sciences de base, c'est super important. Même en médecine interne, comprendre qu'est-ce qui fait l'artériole afférente, efférente pour le rein, ces choses-là. Mais le cycle de Krebs, non. Puis dernière question. Si ça n'avait pas été de la médecine, à qui je parlerais en ce moment si c'était pas le Dr Touchette? Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Oui, c'est ça. Ça aurait été quoi votre autre carrière? Écoute, j'aurais aimé ça être joueur de hockey, mais clairement, j'avais pas les attributs pour le faire. Ça, c'est sûr. Mais si c'était pas de ça, spontanément, j'aurais répondu un autre domaine des sciences de la santé. C'est ce qui m'intéressait. Mais je dirais que là, l'aspect un peu plus gestion vers lequel, parce que la médecine interne, ça mène à tout. Fait que là, l'aspect un peu plus gestionnaire. Je me suis vu gestionnaire dans une entreprise ou quelque chose comme ça. Je pense que j'aurais été heureux aussi là-dedans. Bon, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Dr Touchette, pour la belle entrevue. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté ce merveilleux podcast super intéressant avec Dr Touchette, le podcast du Café des spécialités du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Si vous avez aimé le podcast, je vous encourage vivement à le partager et à le liker. Si vous êtes un résident dans un des programmes du Collège royal, n'hésitez pas à devenir un résident affilié au sein du Collège. C'est gratuit et il y a plusieurs avantages.